Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Il ne voit pas clair, mais voit parfois plus clair que certaines personnes et que beaucoup de personnes. Mon invité est une sorte de leçon de vie à lui tout seul. Il est quasiment aveugle, mais n'a jamais considéré ce handicap comme un frein, bien au contraire. Il s'appelle Valentin Tonti-Bernard. Il est le fondateur d'Anomia, un partenaire business spécialisé pour les avocats. Avec son entreprise, il leur propose des formations business, un accompagnement en stratégie opérationnelle et un média spécialisé. Il est profondément vendeur dans l'âme, sympathique, empathique et il a un impact positif par sa personnalité et son action. Avec lui, on a parlé de son handicap lors de ses études de droit et de la stigmatisation de ce dernier dans notre société, de son parcours et du rôle fondamental joué par sa maman dans son éducation qui a fait de lui un fonceur, de son envie d'entreprendre, du démarrage de son entreprise tout seul et de son association intervenue plus tard, mais également de ses conseils à destination de sa génération, et même plus, je dirais. Je suis vraiment très heureuse de vous partager ma conversation avec le génial Valentin Tonti-Bernard, fondateur d'Anomia. Valentin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis honorée de te recevoir. Je vais sans plus tarder te demander de te présenter autant personnellement que professionnellement, si ça ne te dérange pas. Bonjour Estelle Abou, écoute, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être reçu sur Réel parce que j'ai écouté beaucoup de tes podcasts. Je connais beaucoup ta famille, donc du coup c'est vraiment un honneur d'être là ici. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai 27 ans depuis quelques jours. Je suis entrepreneur. J'ai monté un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Et aujourd'hui, l'activité se passe bien et en grande partie grâce à toi et à ta famille. Oh. Alors moi, j'ai pas fait grand-chose, mais on va dire que je vois de qui tu parles. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui a fait que tu as créé ta boîte ? Ouais, carrément. Alors moi, je viens pas de Paris. Je viens d'une ville du nord-est de la France qui s'appelle Nancy, donc une petite ville de 200 000 habitants. J'étais un cancre quand j'étais au lycée, j'étais insupportable avec mes parents et j'ai été mis à l'internat de ma seconde à ma terminale parce que je pense que je leur causais beaucoup de problèmes. Ah bon ? Ouais, pas mal. J'ai eu des rapports un petit peu difficiles avec mon père. En fait, on avait quelqu'un qui s'occupait de nous quand on était petits. Tes parents travaillaient ? Ouais, mes parents travaillaient beaucoup. Ils sont tous les deux avocats à Nancy. Ils ont créé leur cabinet très rapidement. Et ils travaillaient beaucoup. Donc, on avait quelqu'un qui était là à 100% pour à la fois s'occuper de la maison et à la fois de s'occuper de nous. Et cette dame est décédée quand j'avais 15 ans. On a appris ça pendant les vacances de Noël, avant ma 15e année ou ma 16e année. Donc elle a fait un AVC, elle est partie dans le mois et je pense que j'ai eu beaucoup de mal à passer au-dessus de ça. Et donc j'étais déjà insupportable et je le suis devenu encore plus au moment de cette adolescence. Et donc elle est décédée en janvier et 5 jours après j'étais à l'internat. Est-ce que ça t'embête si on précise que tu es malvoyant ? Enfin, je sais pas quel terme on peut utiliser. Non, mais... ça m'embête pas. Alors, si on veut un terme scientifique, ça s'appelle de l'amblyopie. Okay. Si on veut déterminer encore plus le nom de cette maladie, c'est une maladie apparentée à la maladie de Leber. Et en des termes un peu moins pompeux, c'est en gros mon œil prend la bonne information, mais l'information transmise au cerveau n'est pas la bonne. Ce qui fait que tu es très certainement à moins d'1 mètre de moi, que je vois une tache blanche qui doit être ton visage et que je ne vois pas la couleur de tes yeux ou de tes cheveux. Donc médicalement, j'ai 1/100 à chaque œil. Est-ce que tu sais d'où ça vient ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est venu avec le temps ?
Ouais, c'est une maladie qui est génétique. Ma grand-mère, que je n'ai pas connue, elle l'a transmise à mon père, qui me l'a transmis et qui l'a aussi transmis à mon frère. Et donc, on a toujours vécu avec cette maladie. Donc, au quotidien, il n'y a pas vraiment de problématique et les gens ne le voient pas en règle générale, excepté si je regarde mon téléphone portable qui est écrit en écriture 26 et que je dois coller à 1 centimètre de mon œil. Je ne peux pas conduire, je ne peux pas voir le paysage, je ne peux pas voir au musée par exemple si les tableaux que je vois sont beaux, ce qu'ils incarnent, quelles sont les variations de couleurs, est-ce qu'il y a du relief. Et donc j'ai toujours vu ce genre de choses par le prisme des yeux des autres. Et donc aller seul au musée, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Face à la Joconde, je suis face à un carré de couleurs, comme face à l'ensemble des tableaux. Et en fait, je peux me rendre compte de la beauté des choses par l'intermédiaire des gens qui se situent à côté de moi et qui s'émerveillent pour moi. Est-ce que tu fais un lien entre le fait d'avoir été, comme tu dis, insupportable et ça ? Ou pas du tout ? Je sais pas, un lien par rapport à la maladie ou un lien par rapport au fait Enfin, le fait de pas voir correctement et où ça n'avait pas de lien et... Parce que si ton papa avait le même problème, enfin ça avait les mêmes conséquences. Ouais, en fait, t'as peut-être raison, c'est-à-dire que je l'ai jamais conscientisé ou j'ai jamais diagnostiqué ça. Je suis allé voir un psychologue quand j'étais un peu plus jeune pour pouvoir en discuter. Mais j'ai toujours essayé de faire oublier cet handicap et de faire partie du monde. C'est-à-dire jamais pouvoir, entre guillemets, susciter la pitié, jamais le mettre en avant, jamais m'en servir. Mon objectif, c'était de le gommer et de l'effacer au maximum pour que cet handicap visuel devienne finalement invisible. Mais tu as sûrement raison. Je pense que même quand tu essayes de faire comme les autres, quand tu essayes d'aller à l'avant des autres et d'être comme les autres, bah en réalité, peut-être que tu as des frustrations internes quand tes copains commencent à passer le code de la route pour passer le permis, quand tu es obligé de te mettre à 2 centimètres d'un écran, que tu es le seul à avoir un ordinateur en classe alors que les autres peuvent écrire sur du papier, nécessairement tu restes différent. Ce qui en plus s'ajoute à la colère qu'on a tous eu à l'âge de l'adolescence. C'est possible. Donc en fait, ça fait un grand mix. Bon, excuse-moi pour ces questions un petit peu perso. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, ça, c'est en lien avec ma volonté de te recevoir parce que pour moi, tu as un double mérite en fait. Voilà, d'être entrepreneur d'une part et de l'être malgré le fait que tu ne vois pas clair. Et tu vois finalement beaucoup plus clair que certaines personnes, mais en tout cas, voilà, je t'ai interrompu, excuse-moi, mais suite à l'internat, du coup, tu as passé ton bac comme tout le monde, malgré tout. J'ai passé un bac littéraire pour 2 raisons. La première, c'est que mes parents me disaient de faire un bac S ou un bac ES, donc j'ai choisi de faire un bac littéraire. Juste comme ça, pas par opposition, hein, mais presque. Exactement, complètement par opposition. Et la deuxième chose, c'était que en réalité, ça a commencé à devenir difficile pour moi en maths parce qu'en fait, je faisais pas vraiment d'efforts et du coup, les calculatrices n'étaient pas nécessairement adaptées à ma vue, ou en tout cas, c'est ce que je pensais et c'est l'excuse que je me donnais puisque mon petit frère qui est passé derrière moi, qui avait le même handicap, s'en est très très bien sorti et est très fort en maths. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais en bac littéraire parce que c'était sympa d'être un peu un poète disparu ou en tout cas de se prendre pour un poète disparu pour draguer les filles. Mais en réalité, j'ai pas du tout une âme de littéraire. J'aime bien parler, j'aime bien écrire, mais je lis très peu. Du coup, très certainement du fait de ce handicap, la lecture est très difficile. C'est pour ça que j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions et que j'avance. Donc j'ai mon bac vraiment à ras des pâquerettes avec 11 et des brouettes. Et derrière, je voulais aller faire Sciences Po. Sauf qu'en fait, Sciences Po, il faut être bon à l'école pour pouvoir aller à Sciences Po. Et donc, du coup, je n'ai pas Sciences Po. Et je m'inscris à la faculté de droit pour une seule et bonne raison, c'est qu'une fois de plus, je choisis la facilité en me disant tes 2 parents sont avocats. Tous les soirs, lorsque tu rentrais chez toi, tu entendais parler de dossiers auxquels tu ne comprenais rien, mais t'imaginais que c'était facile et ça serait plus simple. Et du coup, je vais à la faculté de droit. La première année, je me prends une énorme tôle. Je dois être à 6 ou 7 de moyenne. Je réussis par miracle à valider mon second semestre de première année. Ce qui fait que l'année d'après, je repique uniquement le premier semestre. Que j'ai ras des pâquerettes une fois de plus parce que je ne travaille toujours pas et je fais toujours beaucoup la fête. Et là, ma mère a fait un truc qui était incroyable. Et qui m'a dit, écoute, moi je suis pas là pour subventionner tes soirées. Sorties. Je suis pas là pour subventionner ta fainéantise. Moi je t'aiderai toujours, mais à partir du moment où tu te bouges. Et donc là, elle a appelé une de ses copines qui était notaire et elle m'a dit, tu vas aller faire un stage dans une étude notariale.
Donc le stage se passe, honnêtement, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait des photocopies, j'ai ouvert des dossiers, etc. Mais là, je fais la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Samuel Péchoda et qui est agent immobilier à Nancy. Il avait 3 ou 4 agences immobilières et il m'entend parler, on discute un peu et tout, et il me dit tu fais quoi après ton stage là, t'as pas envie de venir bosser chez nous, je te prends un mois à l'essai et puis derrière on voit ce qui se passe. Et donc je vais chez ce monsieur et en fait j'adore ça, j'adore vendre, j'adore rentrer en contact avec les gens, etc. Et du coup c'est une activité non pas avec lui mais avec d'autres que je vais continuer tout au long de mes études et en parallèle de mon droit. Et là ça me permet finalement de découvrir la culture travail, la plénitude par le travail qu'on peut trouver, finalement l'intérêt d'être quelqu'un d'important ou en tout cas d'avoir des responsabilités et de pouvoir se dire c'est grâce à mon cerveau que je vais pouvoir atteindre mes objectifs et réussir à trouver des solutions pour mieux présenter un bien, pour réussir à mieux amener ma vente, pour comprendre exactement l'objectif de la personne qui est en face de moi, faire preuve d'empathie, faire preuve d'écoute active. Et c'est là-dedans que je m'épanouis en parallèle de ma fac. C'est-à-dire que ma fac, elle me permet d'avoir une bonne connaissance théorique, de raisonner avec méthode, de beaucoup lire, de beaucoup imprégner de choses. Et de l'autre côté, j'ai toujours eu le côté pratique, qui m'a permis finalement d'avoir une balance qui était pour moi extrêmement positive et d'avancer en devenant un meilleur étudiant en droit. Donc là, les années de droit se passent bien. 2e année, j'augmente en termes de moyenne. 3e année, pareil. 4e année, tout se passe très bien. Et là, j'ai la première difficulté qui est due à mon handicap qui intervient. En fait, je suis en 4e année de droit, je commence à devenir un bon étudiant. Je veux passer le CRFPA, donc le concours d'entrée à l'école d'avocat. Et comme toujours, j'ai des aménagements pour mes épreuves de fac. Donc je peux utiliser un ordi, mais je suis surveillé par une personne qui est derrière pour voir si je triche pas. J'ai un tiers-temps supplémentaire qui me permet finalement que j'ai jamais utilisé, mais qui en tout cas était là au cas j'ai des difficultés. Et j'ai du coup les sujets qui sont imprimés de façon très grande et j'ai le droit d'utiliser mes lunettes. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours eu à la faculté. Lorsque je veux passer le CRFPA, je dois faire une demande au ministère de l'Enseignement supérieur et à l'Université de Lorraine pour pouvoir bénéficier d'un aménagement, notamment pour une des épreuves qui est l'épreuve de note de synthèse. Donc la note de synthèse, en gros, c'est t'as 5 heures d'épreuve, t'as 70 documents et il faut que tu puisses les résumer en 5 heures. Et là, malheureusement, mon handicap me pose problème parce que j'ai une loupe monoculaire qui multiplie par 12 la police d'écriture. Et en faisant des tests, j'arrive à finir la lecture bon an, mal an au bout de 6h30. Et derrière, même avec un tiers-temps, finalement, il me reste 1 heure pour rédiger. Ce qui est totalement impossible. Et donc, je fais une demande d'aménagement pour que finalement, je puisse avoir soit une diminution du nombre de documents, soit finalement une dispense de cette épreuve. Ne dis pas qu'on te l'a refusé. On me l'a refusé. Les commissions médicales l'ont validé et j'ai reçu un refus pendant le mois de juillet. Je crois que c'était le 17 ou le 27 juillet 2018. Et le ministère de l'Enseignement a refusé cet aménagement. Donc là, c'était un peu difficile parce que j'étais en stage en plus dans un super cabinet d'avocats qui s'appelle Fidal à Nancy. Pourquoi c'est possible qu'il te l'ait refusé, je comprends pas. Certains diront que c'est de la discrimination, ce que je crois pas. D'autres diront que c'est pas juste, que je puisse avoir un aménagement alors que d'autres n'en ont pas. Et les derniers diront que ça s'est retrouvé sur un bureau un 27 juillet, qu'au ministère de l'Éducation supérieure, comme dans beaucoup d'entreprises et d'institutions, il n'y a pas grand monde, et qu'on a vu ça en retard et que du coup on a refusé. Mais ce qui m'a vraiment dérangé par rapport à ça, c'est vraiment les motifs de refus. Le premier motif que tu pouvais lire de façon textuelle, et je t'enverrai cette décision-là si tu veux la voir, c'était qu'on me disait qu'en réalité, si je bénéficiais d'un aménagement par rapport à la note de synthèse, ça constituait une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats. Donc, à ça, s'ils avaient accepté de me recevoir, je leur ai répondu en leur donnant mes lunettes, que si on voulait, on pouvait finalement donner ça à l'ensemble des étudiants qui souhaitaient passer le CRFPA, et puis qu'on verrait qui réussirait finalement à atteindre à obtenir l'examen ou pas. Et la deuxième chose qui était un peu plus difficile et qui était à lire entre les lignes, c'est que si je n'étais pas capable de faire une note de synthèse, je n'étais pas capable de devenir avocat. Et ça a été vraiment dur pour moi parce que j'ai fait des stages pendant tous mes étés. J'ai toujours bossé. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, j'ai travaillé dans des banques d'affaires internationales, j'ai travaillé en tant que promoteur immobilier en Australie. Je me suis toujours bougé et j'ai toujours
essayé de faire les choses, en tout cas du mieux que je pouvais. Et puis en plus, là, c'est pas question de pas savoir le faire, c'est de question de savoir le faire, mais avec un tout petit peu plus de temps, quoi. Exactement, et en fait, de le faire différemment. Ce que tu peux te permettre de faire quand t'es avocat. Tout à fait, et ça veut dire que oui, j'irai jamais plus vite que quelqu'un qui voit, entre guillemets, pour traiter d'une data room ou pour faire des due diligence sur certaines choses. Mais par contre, en termes de réactivité, moi, tous mes textes, tu peux encore m'interroger dessus, je les connais par cœur. Tous les mécanismes juridiques, tous les mécanismes que je ne pouvais pas voir, j'ai dû les apprendre, les interpréter et derrière les modéliser cérébralement pour pouvoir les connaître. Et ça, en termes de rapidité et de vivacité, c'était un avantage par rapport aux autres qui, eux, n'avaient pas besoin de le faire. Donc j'ai beaucoup plus bossé pour atteindre ce niveau-là. Mais derrière, c'est clair qu'en termes de lecture, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Et t'as laissé ça comme ça, du coup? Alors non, je n'ai pas laissé ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai un avocat qui a accepté de me représenter. Il le fait d'ailleurs de façon gratuite. C'est un avocat qui s'appelle Emmanuel Daoud, qui est le managing partner du cabinet Vigo à Paris et qui est quelqu'un de formidable. Donc, ce qui a été difficile aussi après le refus, c'est qu'en fait, ça a été médiatisé. Et là, c'est vraiment pour moi une traversée du désert. J'oublierai jamais cet été. J'étais avec mon ex-copine à l'époque. Et un jour, c'était au début du mois d'août, il y a un truc qui sort, une journaliste de l'AFP qui m'appelle, qui me dit: est-ce que c'est vrai qu'il y a eu ça, ça et ça? Je dis oui. Il y a une dépêche AFP qui part. Et là, on m'a dépeint comme étant, entre guillemets, une personne vulnérable, une personne fragile. Ils l'ont pas fait exprès, si tu veux. Ils ont essayé de retracer ce qui s'était passé. Mais en gros, ils ont expliqué qu'un petit étudiant quasiment aveugle de 23 ans à Nancy ne pouvait pas passer le barreau. Encore une fois, la victime et le méchant, quoi. Alors, plutôt, non, pas le méchant. Le gentil, mais la victime. Tu vois, la victime de ce qui lui était arrivé, mais victime parce qu'elle voyait rien et que les mecs de l'administration n'avaient rien compris, mais que c'était quand même une victime. Et là, on te présente comme quelqu'un de fragile, tu vois. Tu sais, alors, le parallèle n'est pas bon, etc. Mais tu vois, quand il y a une femme battue, on la présente parce qu'elle est battue par son mari, etc. Donc en fait, on veut dénoncer une violence qui a été faite, mais en même temps, cette femme, la pauvre, on la présente comme quelqu'un qui a été battu et elle n'est que ça au regard de finalement des médias, etc. Alors que cette femme est totalement autre chose que ça. Elle a un métier, elle a des amis, elle a une vie, elle a un avenir, elle a des passions, elle a plein de choses. Et en fait, on la pointe du doigt pour pouvoir dénoncer ce qui lui est arrivé de cette façon. Et moi, en fait, l'analogie est pas très bonne, mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, en fait, ce mec-là, il voit pas, il peut pas devenir avocat. Alors que j'avais monté une boîte, alors certes, une boîte qui s'est plantée, qui a jamais fait un bal de chiffre d'affaires. Je crois qu'on a fait 2000 € à 3 en un an. C'était quoi? C'est une boîte de mise en relation entre utilisateurs et restaurateurs, où on luttait en fait contre les cyclistes à vélo, les livreurs à vélo, pardon, qui vont chercher de la nourriture d'un point A, le restaurant, et qui l'amènent à un point B, le bureau ou le domicile de la personne qui l'a commandé, pour sécuriser finalement le passage au restaurant, où tu pouvais en fait commander avec un QR code directement sur la table. C'est l'équivalent de ce que fait aujourd'hui Victor Luger avec l'application Sunday. Et donc là, je suis dépeint de façon, entre guillemets, difficile dans les médias. J'ai beaucoup de mal à le supporter. Je sais plus quoi faire. Je peux pas devenir avocat en droit des affaires. C'était un peu mon seul objectif. Et là, je me dis, ok, tu vas faire quoi? Donc là, j'ai un peu une traversée du désert qui dure quand même 3-4 mois. Et j'ai le plaisir de découvrir un podcast dans lequel ton papa est interviewé. Un mec qui s'appelle Jacob Abou. Et je sais pas pourquoi, des podcasts, j'en ai écouté plein avant lui. Mais je l'écoute pendant 1 heure et j'ai l'intime conviction que ce monsieur que je ne connais absolument pas, que si je le rencontre, ma vie va changer. Je sais pas t'expliquer pourquoi, tu le connais beaucoup mieux que moi et d'une façon complètement différente de la mienne, mais en l'entendant, j'ai l'impression d'avoir mon grand-père qui est italien, qui a des racines très familiales, qui est un businessman à l'ancienne, et je vois Jacob et je l'entends et je me dis, il a l'air bon, il a l'air intelligent, il a des phrases qui sont captivantes, il a l'air d'avoir une vraie vision. C'est quelqu'un comme ça que je veux être. Moi je suis beaucoup plus proche de ce que je qualifie comme étant des businessmen à l'ancienne que plutôt comme des entrepreneurs, entre guillemets, nouvelle génération, très axés sur la technologie, ce genre de choses, un peu le staccanovisme où il faut avoir une bonne hygiène, il faut se lever très tôt, il faut être le meilleur partout, il faut être omnipotent, il faut se montrer partout sur les réseaux, etc. Moi, je suis beaucoup plus admiratif des parcours comme celui que peut avoir ton papa et que peuvent avoir aussi beaucoup d'autres entrepreneurs. Et là, je me dis, ok, il faut que je le rencontre.
Le principal moyen pour le rencontrer, c'est de contacter celui ou celle qui a fait le podcast et d'essayer de rentrer en contact avec lui. Jamais de réponse. De rencontrer d'autres personnes qu'il a pu rencontrer. J'entends qu'il a créé le journal de l'automobile. J'entends qu'il a fait le contrôle technique, billboard, etc. Donc je me dis, ok, je vais essayer de contacter des gens qui sont dans ces entreprises pour rencontrer Jacob Abou. Là, pareil, pas de réponse. Et je me dis, ok, bon, ça va être compliqué. Tu me donneras les noms. Comment? À l'époque, j'ai pas entre guillemets la résilience que j'ai aujourd'hui. Et je me dis, bah ok, en fait, il reste une solution, c'est que je ne peux pas le rencontrer par des gens qui le connaissent actuellement. Il faut que je puisse aller là où il est. Et aller là où il est, ça veut dire aller à HEC Entrepreneur. Donc je dis ça à mes copains, je dis voilà, je vais faire HEC Entrepreneur, je dis ça à mes parents, et là tout le monde se fout Maître de conférence et apporteur de projet, ouais. Exactement, tout à fait. Il est mentor à HEC. Et donc là, je me dis, je vais aller à HEC. Et là, tout le monde se moque de moi en me disant, mais putain, tu sais ce que c'est HEC c'est la plus grande école de commerce française, européenne. Tu viens de Nancy, qu'est-ce que tu vas faire? Mes parents rigolent, mon frère se moque de moi. Et je me dis, putain, mais moi, je veux y aller. Et je vois pas pourquoi je pourrais pas y aller. En tout cas, si je tente pas, j'irai pas. Ça, c'est sûr. Et donc, je regarde ce qu'il faut faire. Je me rends compte que c'est pas un concours, donc finalement que j'ai peut-être ma chance. Je fais les dossiers, je fais les épreuves nécessaires à réaliser, et j'ai la chance d'être reçu aux oraux. Je vais aux oraux, et là, on fait 3 entretiens de 15 minutes chacune où il y a une cloche qui sonne à la fin. Donc déjà, j'ai beaucoup de chance. C'est qu'au premier oral, il y a qu'un des messieurs qui est là, qui est Joël Cordier, qui est un monsieur qui doit avoir pas loin de 70 ans, peut-être même un peu plus. En tout cas, je vois rien, il m'excusera s'il écoute ça. Et il est tout seul et il devait avoir une deuxième personne qui est là. Et j'ai de la chance, c'est que Joël Cordier ne parle que français, ne parle pas anglais. Et donc, les entretiens devaient avoir lieu en anglais. Finalement, ils ont lieu en français. Et ça tombe bien parce que je suis nul en anglais. Ils sont rarement en anglais en plus. Et là, sur le deuxième entretien, je me retrouve face à quelqu'un qui s'appelle Alain Bloch et qui me dit, écoute, t'assois même pas sur la table, t'as fait un DJDE en Lorraine, je sais même pas ce que c'est, ça doit être du droit mais c'est même pas à Paris, pourquoi t'aurais le droit de t'asseoir? Et là, je dis, mais écoutez, moi, j'ai découvert que HEC, c'était une grande école de commerce, mais je pensais que c'était une école de fils à papa. J'ai découvert dans la salle d'attente que HEC X entrepreneur, X c'était Polytechnique et que c'était pas HEC fois entrepreneur. Et moi, je suis juste là pour rencontrer Jacob Abou. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en réalité, il connaissait Jacob. D'ailleurs, Jacob a racheté une de ses boîtes, Page Soleil, qu'il a revendue à Bouygues derrière. Et il m'a dit, si tu viens, tu rencontreras Jacob Abou. Annuaire Soleil. Annuaire Soleil, pardon, excuse-moi. C'est pas jaune et Annuaire Soleil. Tout à fait. Et là, du coup, j'intègre HEC et la première semaine, on va marcher dans le Jura. Et le lundi, on arrive à HEC donc, pour le branle-bas de combat sur la mission création, qui est la première mission à HEC Entrepreneur. Et Alain Bloch prend la parole en me disant, voilà, dans cette salle, il y a Valentin Tonti-Bernard. Valentin Tonti-Bernard, lève-toi. Donc je me lève, je sais pas ce que j'ai fait, je deviens tout rouge, je connais pas encore grand monde et je me dis que je vais me prendre la honte. Et il commence à dire voilà, Valentin il voit rien, il a fait du droit à Nancy, il est pas là pour avoir son tampon comme beaucoup ont pu le faire avant lui. Il est là pour rencontrer Jacob Abou. Jacob, lève-toi. Et là, moi en plus, si tu veux, je vois pas. Donc en fait, Jacob, j'avais pas vu qu'il était dans la salle, etc. Et Jacob, qui a toujours le sens de la formule, il me dit Valentin, sache que mon temps est le tien. Et je lui ai répondu Jacob, sachez que mes horaires sont les vôtres. Et donc, on était. Tu savais pas où t'allais. Et donc, tu pourras lui demander, c'est véridique. Et on est répartis par groupe de 3 à HEC. Et donc, moi, j'avais été affilié à un autre mentor qui était le patron de Kalman Levy. Et donc ils sont appelés au fur et à mesure, les groupes de 3 avec le mentor. Tu connais ton père, donc quand ton père entend ça, il y a ces 3 personnes qui sont appelées pour aller avec lui. Il monte en haut de l'amphi, il me chope par le callback, il dit toi tu viens avec moi. Et je dis non mais j'ai pas été appelé, monsieur Abou, etc. Il me dit c'est pas ton problème, t'inquiète, c'est moi qui gère, je les emmerde. Et donc il me prend finalement avec lui. Et voilà comment j'ai rencontré Jacob Abou et j'ai accompli entre guillemets un objectif pour moi qui a été déterminant. Et puis t'as fait HEC Entrepreneur surtout. Exactement. Donc t'as bénéficié aussi de toute la pédagogie et t'as quand même suivi le cursus. J'ai suivi le cursus, mais je vais dire que les grosses valeurs que j'ai apprises à HEC Entrepreneur, c'est vraiment une méthode d'entrepreneuriat. Mais ce que j'ai vraiment vu en pratique, c'est vraiment Jacob ou les gens que Jacob a pu me faire rencontrer qui me l'ont apporté. Que ce soit toi par rapport aux réflexions que tu avais par rapport à Réel, que ce soit par rapport à plein de choses en fait, où tu pouvais être là, tu te faisais oublier un petit peu dans un coin, comme une petite souris, et t'écoutais ce qui se passait, t'essayais de comprendre les réflexions
des gens, tu étais vraiment dans l'observation pour après essayer d'assimiler et de le reproduire de ton côté. Mais du coup, attends, je me permets juste de t'interrompre, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je dépersonnalise le débat, mais c'est vrai que ça peut être un message à faire passer si une personne inspire une autre personne, tu vois, à un moment. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où, bon an, mal an, les gens sont un peu plus accessibles, même si, effectivement, on te répond. Hi, I'm a developer. And I'm from IT operations. Old tools and processes used to keep us siloed. Then we switched to Jira Service Management from Atlassian. Now we can respond to requests faster, manage change, and have better visibility into our work. Yeah, thanks to Jira Service Management, we now have more free time. So we started a band. A heavy metal band. With Jira Service Management powering service delivery, we have more time to rock. Amp up your service delivery. Learn more at Atlassian.com/Jira Service Management. Pas tout de suite du tac au tac, mais je pense que c'est peut-être un bon moteur d'aller chercher quelqu'un qui nous inspire et de passer du temps avec et d'essayer de s'enrichir, d'accroître un peu son prisme de connaissances, de relations, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être un bon moyen. J'y avais pas pensé, tu vois, mais c'est pas bête. Et moi, j'ai toujours dit quelque chose aux gens qui me contactaient en me disant « Mais moi aussi, j'aimerais bien faire comme toi et rencontrer telle ou telle personne. » Et je disais « Si tu t'arrêtes de la contacter ou si tu arrêtes de trouver des moyens de rentrer en contact avec elle, c'est que tu ne mérites pas de rencontrer cette personne. » Et vraiment, il faut se donner les moyens pour le faire. Il y a des gens qui sont difficilement accessibles, qui ont peu de temps, qui ne sont pas nécessairement de la même génération, etc. Si vous n'essayez pas de leur montrer que vous essayez de rentrer en contact avec elle, s'il y a 3, 4, 5 personnes qui disent à cette personne il y a telle personne qui veut rentrer en contact avec toi, au bout d'un moment, il va accepter, il va se dire « Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce monsieur ?» Je me permets quand même, je suis d'accord avec toi que rien ne résiste à quelqu'un qui résiste et qu'au sens, faut persister. Je crois que c'est Johnny Hallyday qui disait insister, c'est exister. Ouais, je crois que c'est pas mal. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Par contre, parfois, il y a des gens qui méritent pas aussi de te recevoir. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si les gens ne te répondent pas et qu'ils en ont rien à foutre de toi et que tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a un moment où, quelle que soit la personne, s'il n'y a pas un format humilité quelque part, bah, tu vois. Tu as raison, mais je crois que je vais chercher des gens qui me ressemblent ou en tout cas qui je crois qui sont profondément humains. Je pense qu'il faut aussi le faire avec des gens qui ont l'état d'esprit pour te répondre, quoi. Alors, je vais quand même revenir sur les débuts d'Anomia parce que moi, ta boîte m'intéresse beaucoup puisque j'ai fait du droit comme toi, qu'on avait déjà pas mal échangé sur le milieu des avocats, des cabinets d'avocats, sur la façon dont ça a fonctionné, quoi, en général. Donc, tu t'es attaqué à un sujet assez à la fois vaste, enfin un marché qui est immense finalement, qui est faire en sorte d'apporter une sorte de formation aux avocats, arrête-moi si je me trompe, pour acquérir des compétences business, en fait. C'est vraiment l'objectif de ta structure. Donc, c'est à la fois du conseil, à la fois de la formation. Ça t'est venu tout de suite après HEC Entrepreneur? Tu t'es lancé tout de suite, je crois? Je me suis lancé pendant, ouais. Ouais, même pendant. C'était quoi les tout débuts? Les galères de début et tout. Moi, j'adore les tout débuts. Les galères du début, c'est qu'en fait, personne ne veut te rencontrer. T'as 25 ans, même si t'écris pour essayer de les tromper avec une adresse HEC Entrepreneur, HEC tout court, avec une adresse Polytechnique, bah, t'es personne et personne ne veut te rencontrer. Donc moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je savais pas dans quel secteur d'activité je voulais travailler. Je me suis dit que mes parents étaient avocats, ma compagne était avocate, mes amis sont avocats, c'est des gens que j'aime bien. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec eux. Mais quoi, je savais absolument pas. Et donc là, mon réflexe, c'est toujours d'aller rencontrer les gens, c'est toujours d'aller rencontrer les autres. Je fais pas de recherche Google, je travaille pas sur du papier, pas sur des études de marché. Je vais rencontrer les opérationnels qui font ce métier et j'essaye de savoir où est-ce qu'ils ont mal. Mais en fait, quand t'envoies 50 mails et que t'as pas de réponse, bah en fait, tu peux pas savoir où est-ce qu'ils ont mal, à part peut-être à leur boîte mail parce qu'ils répondent pas, mais c'est tout. Et là, je me dis, ok, en fait, personne veut me rencontrer. Comment est-ce que je peux faire pour finalement inverser la tendance ou que certains acceptent de me rencontrer? Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qui, selon moi, rassemble une majorité d'avocats? Ce sont leur ego. Et c'est un instinct à la base. Mais je pense que c'est un instinct que j'ai constaté et qui s'est vérifié. Qui est de dire, en fait, voilà, plutôt que d'être en demande de leur contact et de rentrer en contact avec eux pour leur poser des questions,
je vais leur offrir quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été le podcast d'Anomia qui s'appelle aujourd'hui Advocade. Où en réalité, je disais, écoute, voilà, maître machin, j'aimerais bien te rencontrer pour t'interviewer, parler de ton parcours, ta vie, ton œuvre, ton business, ton activité, pour comprendre qui tu es. Et grâce à ça, j'ai rencontré énormément d'avocats. Ça, dans un premier temps, ça m'a permis d'avoir finalement des conversations très privilégiées avant d'enregistrer le podcast et après avoir enregistré le podcast pour savoir réellement où est-ce que les avocats avaient mal. Et là... Oui, donc alors c'était pas non plus flatter leur ego, c'était surtout essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, essayer de mieux les connaître. Tout à fait, mais alors pour flatter, entre guillemets, le podcast a servi à me faire recevoir dans des endroits où je pouvais pas aller initialement. Porte d'entrée. Exactement, porte d'entrée. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 10, 15, 20 épisodes que finalement, l'ensemble des avocats qui fassent 100 000 euros de chiffre d'affaires ou qui fassent jusqu'à 14 millions, parce que c'est les premiers que j'ai eus et ce qu'ils avaient, ils étaient incapables de me dire d'où provenaient leurs clients. On me disait, c'est du bouche-à-oreille. Je dis, mais oui, mais concrètement, ça vient d'où ? C'est pas capable de me décrire leur positionnement par rapport aux autres avocats ou aux autres cabinets d'avocats de la place. Ils n'étaient pas capables de me dire ce qu'ils faisaient concrètement pour aller chercher de la clientèle. Ils n'étaient pas capables de me montrer les plans de communication, les plans marketing, le pilotage financier, les KPIs qu'ils avaient. Enfin, je pense que c'était réglementé aussi, comme les médecins et tout. Donc, Ouais, mais depuis 2015 et la loi Macron, tu as quand même plus de possibilités pour le mettre en place et rien n'a été fait. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, ok, il y a très certainement un truc à faire là-dessus. Les avocats ont pour socle commun la faculté de droit où la seule matière différente du droit que tu fais, c'est de l'anglais. Et jamais on apprend à vendre ou quoi que ce soit. Donc il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Donc je me dis, il faut monter un cabinet de conseil à destination des avocats. Et là, c'est là que commence la galère. Donc là, je me souviens de me retrouver dans des cabinets d'avocats boulevard Haussmann, à discuter avec 2 ou 3 associés qui sont là, et en fait, avoir des conversations lunaires, où en gros, on discute, ils me disent, ok, t'es sympa, t'es bien intelligent, t'as l'air malin et honnête, mais t'as 25 ans, t'as rien fait, rentre chez toi. Et donc, j'étais persuadé qu'il fallait faire du conseil, mais en réalité, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Et là, je me suis dit, on ira un jour sur du conseil, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe sur de la formation. Et donc là, on a créé les premières formations Boost, qui sont des formations business dédiées aux avocats collaborateurs et indépendants, qui nous ont permis de pénétrer le marché. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné sur des formations, donc formation Boost pour les indépendants et les collaborateurs, Business Partner pour les avocats associés, formation thématique sur des sujets très spécifiques et disséqués. Qui fait les oh là là, j'arrive pas à parler. Qui fait les formations, excuse-moi, le contenu des formations? Alors, l'ingénierie pédagogique, elle a été faite initialement par des professeurs d'HEC, par des consultants en strat et par nous. C'est eux qui ont apporté entre guillemets la réassurance initiale où au début c'était pas Valentin, Jérôme et les autres qui faisaient les formations, c'était des anciens directeurs généraux de grandes boîtes du CAC 40, notamment Capgemini et Soprasteria, des mecs qui avaient fait de la strat dans de belles entreprises, et en fait au fur et à mesure on les a remplacés sur ces formations parce qu'on avait gagné la légitimité pour pouvoir le faire. Je comprends. Combien tu vendais tes formations ? Initialement, 1 500 € hors taxes par formation et par avocat. Tu as commencé à faire du chiffre au bout de combien de temps environ ? J'ai commencé le projet de podcast le 26 janvier. J'ai commencé à réfléchir à la société aux alentours du 15 mars. J'ai immatriculé le 15 avril. Le premier euro a été fait le 1er mai 2020. Et on a vendu la globalité de notre premier batch de formation, donc où il y avait 13 places initialement. En 2 semaines, et donc la formation a commencé le 4 mai 2020 où on avait fait les 12 fois 15, qu'on a quelqu'un qui nous a finalement pas payé, où on a fait 12 fois 1500, 18 000 €. Tu l'as poursuivi, j'espère. Non, jamais, on a été très sympa avec lui, il est venu sur une formation après, c'est très bien passé. Waouh. T'as lancé ta boîte tout seul. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu l'impression que dans ta génération, on est plutôt en mode plusieurs associés. Toi, tu t'es dit non. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, on faisait un truc à HEC qui commençait à partir de janvier, qui s'appelait le Launchpad, où en fait, il fallait se mettre à plusieurs pour essayer de développer un projet et de le monter derrière en société. Il s'avère que je décide de mettre avec un mec sur des syndicats de copropriété, quelqu'un de très sympathique, mais je sens que le fit professionnel va pas passer, et que en fait la copropriété ça m'emmerde.
Et donc là, je trouve un moyen pour faire une petite pirouette et commencer le Launchpad sur un projet à destination des avocats sans savoir clairement ce que je vais faire. Et donc là, je me retrouve tout seul. Donc de facto, c'est pour ça que je suis seul initialement. Et une deuxième chose, c'est que quelqu'un que tu connais bien m'a dit il vaut mieux une bonne dette qu'un mauvais associé. Et donc j'étais parti sur cet axe-là. Mais aujourd'hui, tu le sais, j'ai un associé qui m'a rejoint à partir de juillet. Qui est un bon associé. Comment ? Qui est un bon associé. Qui est un très bon associé, qui est un très très bon associé. Et en fait, c'était un copain d'HEC qui lui travaillait sur de la viande low carbone et qui, à cause du Covid, a dû abandonner son projet. Il avait C'est commencé dommage parce que c'est pas con. Ouais, c'était très très intelligent. Et c'est quelqu'un de très intelligent, de très processé, de très organisé. Donc il aurait, quoi qu'il arrive, réussi ce projet-là. Et il s'avère qu'en fait, il habitait à 100 mètres de chez moi, porte de Clichy. Donc on se voyait souvent dans un petit bar qui était entre nos deux appartements. Et on discutait tout le temps de nos projets. On discutait du sien, on discutait du mien. Et ça a toujours été un associé de fait, si tu veux. Quelqu'un qui me disait, mais pourquoi Val, t'irais pas là-dessus ? Pourquoi tu ferais pas plutôt ça ? Et ça, t'y as pensé ? Et donc finalement, on était très très liés. Et je lui ai toujours fait des appels du pied pour qu'il me rejoigne. Parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai besoin d'être avec les gens. Faire 2 millions d'euros tout seul dans mon bureau et de mettre de coffrer entre guillemets, c'est pas mon kiff. Moi j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de vivre avec des gens. Et lui vraiment, c'est un ami, c'est un associé formidable. Et c'est quelqu'un avec qui je veux aller très loin. C'est-à-dire que Anomia, ça ne sera pas la seule boîte qu'on montera ensemble. L'objectif, c'est qu'on puisse s'éclater, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse retester de nouvelles choses. On a encore envie d'apprendre. Pourquoi pas faire de la reprise d'entreprise ? Pourquoi pas lever des fonds un jour pour voir comment ça se passe ? Pourquoi pas monter des assos à but non lucratif pour vraiment donner un sens à ce qu'on peut mettre en place ? Je sais juste une chose, c'est que je veux monter des trucs avec lui parce qu'on fit très très bien. Moi, j'ai le côté, on défonce tout. On met des coups de pied dans la porte, on voit ce qui passe, on voit ce qui passe pas, on prend les chèques des gens qui acceptent de nous en faire quand on leur propose des idées. Et lui, en fait, il met les boulons sur la fusée pour éviter qu'arrivé à 300 mètres d'altitude, la fusée explose en vol. Qu'est-ce que tu ressens justement depuis qu'il est rentré dans la maison ? Enfin, qu'est-ce que tu te sens plus fort ? Tu te sens mieux Enfin voilà, il faut aussi rassurer les gens sur le fait qu'on peut monter une boîte tout seul au départ et puis faire rentrer des gens après pour aller dans une direction un peu plus renforcée et plus, plus sereine. Mais carrément, et je vais même encore plus loin de ça. C'est-à-dire que quand Jérôme prend ses fonctions d'associé juridique, entre guillemets, qui devient directeur général de la boîte, qui prend des participations au sein de la société, il y a déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la société. Et ce qui n'est pas énorme non plus, mais ce qui est pas rien. On n'a pas d'argent avec Jérôme, on est des petits étudiants, etc. Et les gens me disent, non mais attends, il faut que tu le fasses payer, etc. Je dis, mais non. En fait, si je le fais payer derrière, je lui mets immédiatement des barrières, je le prends à la gorge, etc. Et moi, j'ai envie qu'on puisse avancer main dans la main. Donc ça, c'est la première chose, je le fais pas payer. La deuxième chose, c'est on me dit, ok, il faut que tu lui donnes des parts minoritaires, etc. Je dis non, je vais lui donner des parts égales. Contre tout ce que me disaient les avocats, tout ce qu'a pu me dire ton père, etc. J'ai fait 50-50. Pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, on a un pacte qui résoudra l'ensemble des problématiques qu'on pourra avoir. Et derrière, c'était important pour lui. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est pas de savoir si je vais pouvoir le virer en 3 secondes ou quoi que ce soit, c'est que mon associé se sente mon égal et se dise « c'est ma boîte ». Et ça, pour moi, c'était important. Et connaissant sa personnalité, connaissant son caractère, ses qualités, ses défauts, qui il était, ce qu'il pouvait ressentir, je savais que c'était la bonne solution de fonctionner comme ça. Et lui, si tu veux, il m'a proposé de prendre des parts minoritaires au départ. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en me disant on fait 50-50. C'est moi qui lui ai dit on fait 50-50. Et pour toutes ces raisons-là. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai pas à rougir. Parce qu'en réalité, j'avais tout seul une milliardise de gâteaux. Aujourd'hui, on est en train de construire une pièce montée. Et oui, ma part, du coup, est inférieure à ce que j'avais au préalable. Mais par contre, elle sera toujours plus importante que la milliardise que je pouvais avoir dès le départ. Et ça, pour moi, c'est important. Et aujourd'hui, je me sens épaulé, je me sens écouté. Quand ça va pas au quotidien, en fait, on a de la chance parce qu'il y a des moments où lui est en down et moi, je suis en up. Et quand moi, je suis en up, lui est en down. Et du coup, on est là, main dans la main, pour se dire, allez, mon gars, ça va aller. On est là, qu'est-ce que t'as du travail, je peux te décharger. Ça va pas avec ta copine, ça va pas avec ton copain, ça va pas avec ta famille. T'inquiète, je suis là. Et en plus de cette association, on a vraiment une relation, entre guillemets, d'homme avec un grand H qui est bien au-dessus de ça. Ok. Bon. Je suis très étonnée par le 50-50, mais...
Mais on en a, mais beaucoup discuté. Attention, t'inquiète pas. La manière dont tu me l'as vendu, je peux te comprendre. Valentin, j'ai aussi une autre question, c'est est-ce que tu vas t'attaquer à un nouveau secteur ou tu vas te limiter aux avocats ? Alors, mon ambition a toujours été de dire, ok, il y a 70 000 avocats en France, c'est un petit marché, il y a 40 000 avocats qui touchent de près ou de loin à l'entreprise, qui sont notre cible principale. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de devenir le cabinet leader en conseil en stratégie business à destination des cabinets d'avocats et des avocats sur ce marché français. Il existe d'autres pays francophones. Il existe des secteurs d'activité qui sont très proches de ceux des avocats, notaires, experts comptables, administrateurs judiciaires, huissiers, etc. Mon idée était de dire, ok, en fait, ça va être vulgaire, mais c'est ce qu'on se dit avec mon associé. On fume le secteur d'activité des avocats, on devient très vite leader. Et derrière, l'objectif, c'est de créer des copies, ce qu'on appelle des copycats d'Anomia, avec la même structuration, la même pénétration de marché, les mêmes process, avec une variation, bien sûr, qui est le secteur, la compétence métier, etc., sur les experts comptables, les notaires, etc. Donc, un développement horizontal. Et mon associé, lui, m'a toujours dit, écoute, Valentin, je pense que le développement horizontal est une bonne chose, mais c'est une bonne chose pas maintenant. Aujourd'hui, on a d'autres choses à faire sur un développement vertical. Fournir d'autres services pertinents aux avocats, qui peuvent être du recrutement, du CRM, de l'outil, de la communication, du marketing, énormément de choses. On a des projets dans la valise, on recherche des entrepreneurs pour monter ce genre de projet, parce que nous, on ne peut pas être opérationnel à plusieurs endroits. Et ça, ton père m'a bien appris quelque chose, c'est trouve des lieutenants qui deviendront des gens brillantissimes, qui vont pouvoir prendre la tête de l'ensemble des boîtes que vous aurez envie de créer, et qui derrière vont pouvoir avancer avec toi. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Est-ce que dans ta vie professionnelle, parce que dans ta vie d'étudiant, j'ai cru comprendre que ça a été le cas, mais on a compris que c'était le cas, est-ce que tu as ressenti en positif ou en négatif que ton handicap était présent ? Je l'ai ressenti dans ma vie professionnelle toujours de façon extrêmement positive, et ça a dû arriver de façon négative, mais je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que peut-être qu'on a dû me regarder bizarrement, peut-être que ça a pu faire capoter des deals ou des gens qui ont pris peur en se disant qu'est-ce qui va pouvoir se passer, etc. Mais j'en ai jamais été conscient et ça m'est jamais revenu vers moi. Par contre, d'aspect positif, je pense que ça en a eu. Et si tu veux, j'ai rencontré un avocat que j'admire énormément, que j'admirais, mais maintenant que je connais, donc que j'admire, qui est Jean-Michel Darrois. Je pense, si tu veux, que Jean-Michel Darrois accepte de me rencontrer initialement parce que je vois rien. Et parce que derrière, j'ai réussi à avoir mon droit, et que j'ai pas eu le barreau, que j'ai eu HEC, Polytechnique. Et il se dit, bon, ce mec-là, il a l'air intéressant, je vais accepter de le rencontrer. Mais ce que j'ai toujours eu comme force, entre guillemets, c'est de réussir, dès le franchissement de la porte, à ce que la personne qui est en face de moi, et qui peut-être me recevait pour ça, j'aurais jamais la certitude de ce genre de choses, l'oublie totalement. Et sache plus pourquoi je suis là. Tes parents, ils sont fiers de ce que tu as fait, je suppose, quand même. Oui, je pense que mes parents sont assez fiers de ce que j'ai fait. On a des relations depuis le lycée qui sont grandement apaisées. Et je me rends compte maintenant qu'ils ont largement, voire totalement concouru aux valeurs que je peux avoir, à ce que je peux véhiculer et à ce que j'ai pu faire. Ma mère, elle voit, elle nous a foutus sur des skis quand on avait 5 ans. Non. Si, et on skie toujours. Là, mon petit frère, actuellement, on est en train de se parler. Il est au ski, en train de descendre des pistes à 80 km/h. Et on skie avec d'autres sens. C'est nos oreilles, c'est un instinct, c'est la sensation sous les pieds qui fait qu'on arrive à skier. Quoi ? C'est fantastique d'avoir Mais c'est dingue. Elle nous a toujours considérés comme des gens normaux. Dès qu'on a voulu nous placer, tu sais, il y a toujours des écoles spécialisées ou des trucs où on voulait nous faire venir à l'intérieur. Ma mère, elle a dit, c'est hors de question qu'ils mettent un pied là-dedans. Ils iront se prendre des poteaux, ils iront se prendre des ballons dans le visage, ils tomberont par terre, ils se prendront des vitres parce qu'ils ne les ont pas vus, mais ils n'iront pas dans ces écoles. Et parfois, malheureusement, c'est pas possible pour des handicaps qui sont plus lourds que le nôtre. Bien sûr. Mais quand c'est possible, et moi je l'encourage, j'ai des parents qui m'appellent en me disant j'ai un enfant qui a ça, etc. Et je leur dis, dans la mesure du possible, ne jamais mettre vos enfants dans ces écoles. Je suis bien d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Attention, hein, parce que moi je suis pas
Voilà, mais je suis en dehors du truc, mais j'avoue que je partage complètement ton point de vue. Et c'était un peu en lien avec ma prochaine question. C'était un message que tu aurais potentiellement envie de passer à celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être souffrent d'un handicap, voilà, qui n'est peut-être pas forcément équivalent du tien. Hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'handicap équivalent, finalement. Chacun le ressent à sa façon. Donc, c'est très difficile de mettre tout le monde dans le même sac. Et puis, en plus, il y a des stades différents dans chaque handicap. Mais quel message tu as envie de passer à des gens qui souffrent aujourd'hui de ce qu'on appelle un handicap, même si je n'aime pas ce terme? Je vais utiliser des propos qui sont pas les miens, mais qui sont ceux de mon grand-père. Mon grand-père, il m'a toujours dit à mon petit frère et moi, je vais pas le faire avec l'accent italien pour pas me moquer de lui, mais il a toujours dit, tu sais mon petit-fils, dans la vie c'est marche ou crève. Et on a toujours préféré, ou en tout cas essayé de marcher pour s'en sortir. Et c'est vraiment ce que j'envoie à tout le monde comme message. C'est n'attendez pas qu'on vous tende la main quand vous avez besoin. Pour moi, pour voir dans le métro par exemple, pour venir ici, j'ai dû demander à quelqu'un si la 9 c'était dans ce sens-là ou dans l'autre. Donc là on peut aller vers les gens, mais il faut se débrouiller, il faut aller vers les autres, il faut s'en sortir, il faut trouver des chemins de traverse pour atteindre les endroits que vous voulez arriver. Et oui, ça sera plus dur, oui vous allez tomber, oui vous allez vous faire mal, oui ça va être difficile, oui on va vous pointer du doigt, mais en réalité seul compte l'arrivée. Et le chemin, il vous enrichira quoi qu'il arrive. Et vous pourrez vous regarder dans une glace, regarder derrière vous et vous dire je l'ai fait et je le dois pas à personne, c'est pas vrai. Il y a des gens qui m'auront aidé sur le chemin, mais en tout cas, je l'ai fait tout seul, sans user ou sans utiliser le système ou ce qu'il apporte. On arrive à la fin de l'interview, Valentin, même si j'aurais parlé avec toi bien, bien plus longtemps. J'ai toujours 3 questions pour finir les interviews. Un coup de cœur, un coup de gueule et ta vision de la France. Je me fais souvent raironner quand je pose cette question, mais c'est pas grave, je la maintiens. La vision de la France est suffisamment large pour écoute, mon laisser coup de place à la cœur, créativité. mon coup de cœur, je le dois et je le donne à la famille Abou qui m'a donné. Non, mais je te Faudrait promets. que t'en trouves un autre, genre une série Netflix ou un truc, tu vois. Non, vraiment, c'est ça. Parce que vous m'avez donné vraiment une famille quand j'étais tout seul à Paris où je pouvais venir certains vendredis soirs pour vous voir manger avec vous. Vous avez été là pour moi. Vous avez été vraiment ma deuxième famille à Paris. Je sais pas si je peux dire ça ou si, mais c'est vraiment ça. Donc merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et j'espère que je vous ai apporté aussi certaines choses. Bah oui. Mon coup de gueule, c'est contre tous ces espèces d'entrepreneurs à la dérive qui passent sur YouTube en faisant de la publicité payante, en expliquant qu'ils sont devenus millionnaires à Dubaï, qu'ils sont devenus millionnaires en faisant de l'immobilier, etc. Ouais, j'ai vu ça. Et qui font penser à des gamins qui ont 14-15 ans qu'il faut absolument sortir de l'école et qu'on peut devenir millionnaire en achetant du bitcoin ou en faisant je sais pas quoi. Catastrophe. C'est des conneries, c'est faux et ces gens-là ne devraient pas avoir interdit, ouais. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça horrible et franchement c'est une réflexion qu'on s'est fait avec mon associé ce matin et c'est pour ça que je la partage. On a gueulé dans le bureau d'ailleurs contre ce genre de choses et donc voilà. Et ma vision de la France est un pays fantastique où on a des paysages merveilleux, on a de la bouffe qui est incroyable, on a des gens qui savent penser, qui savent réfléchir, qui savent écrire, qui savent chanter, qui savent tout faire et on se fourvoie à râler, à cracher, à tabasser des politiques qui n'ont encore rien fait, qui ne sont même pas encore au pouvoir, qui n'ont rien fait, et à finalement pleurer chaque jour que Dieu nous offre sur leur quotidien, alors que bordel, il faudrait qu'on puisse aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, voir ce qui peut se passer en Israël et en Palestine aujourd'hui, où il y a des gens israéliens et palestiniens qui sont en difficulté, au Mali avec la guerre qui existe depuis je sais pas combien de temps, en Ukraine avec la Russie qui est aux portes de leurs frontières, et franchement il faut qu'on lève la tête et qu'on se dise qu'en fait notre vie elle est belle et qu'il faut qu'on en profite à foison. Donc voilà ma vision de la France aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup Valentin. Moi aussi je vais me permettre de te remercier d'être rentré dans nos vies et je te souhaite une très belle réussite pour Anomia et pour toi. Voilà. Merci Estelle. À bientôt Valentin, bye bye. Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importants pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. This message comes from PagerDuty. From developers and IT teams to customer success, security, and the C-suite, PagerDuty is revolutionizing operations for modern business. Their digital operations platform is the best way to manage critical work, automate processes, and keep digital services always on. When uptime is money and every second matters, build better experiences for your customers with PagerDuty. Learn more at PagerDuty.com.